Contrôle de l'action gouvernementale. Le Premier ministre était devant le Conseil national de transition pour répondre à un certain nombre de questions d'actualité. À l'issue de l'exercice de plus de 5 heures de temps, le CNT a félicité le président de la transition et toute l'équipe pour la montée en puissance des femmes. Les travaux de réalisation de 2850 hectares dans la zone de Bewani avancent normalement. À ce jour, l'état d'exécution des travaux sécurisés par les FAMA est estimé à plus de 95%. C'est le président directeur général de l'Office du Niger qui a fait le constat. Le camp de Gossi est désormais occupé par les forces armées maliennes après le retrait effectif des forces françaises le mardi dernier. Un cadre idéal de plus pour les FAMA dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Un jour, une formule, la bataille de Badr, les récits coraniques la désignent comme la première véritable, mais aussi la plus grande et la plus importante bataille menée par les musulmans. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce journal. Contrôle de l'action gouvernementale. Le Premier ministre était devant le Conseil national de transition pour répondre à un certain nombre de questions d'actualité sur plusieurs sujets. Les membres du CNT voulaient des précisions sur le chronogramme du gouvernement pour la bonne marche de la transition. Ils ont fait cas aussi de la vie chère des négociations avec la CEDEAO, entre autres. Nous y reviendrons largement au cours de ce journal. Direction Gao, le camp de Gossi est désormais occupé par les forces armées maliennes après le retrait effectif des forces françaises le mardi dernier. Un cadre idéal de plus pour les femmes dans l'accomplissement de leur mission régalienne. La remise du camp a été faite en présence du commandant de la zone de défense numéro 1 de Gao, Agali Agagissa, avec l'appui de la DIRPA. La force Barkhane se retire de la ville de Gossi après plusieurs années de partenariat avec l'armée malienne. Les dernières troupes françaises ont libéré le camp qu'elles occupaient ce mardi 19 avril 2022. Le camp, qui n'échappe plus au contrôle de l'armée malienne, renforce le dispositif de défense du territoire et réconforte les troupes maliennes dans leur mission. L'emprise FAMA sera renforcée en prenant en compte le contrôle effectif du site qui était précédemment occupé par Barkhane. Donc, je rappelle que cette rétrocession se fait à la suite de celle de Tombouctou, de Tessalit et de Kidal. Donc, nous sommes engagés, nous avons à cœur de poursuivre la mission avec tout l'esprit de sacrifice qu'il faut pour défendre nos populations et leurs biens. Tous les militaires de Barkhane ayant servi ici garde un excellent souvenir de cette mission. L'heure est venue pour Barkhane de se retirer de Gossi. En prenant le commandement du nouveau camp, le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, non moins commandant de la zone de défense numéro 1 de Gao, le colonel Issa Bagayoko, a exhorté ses troupes à plus de vigilance et d'engagement pour relever les défis sécuritaires au Mali. Nous restons à l'intérieur du pays. En zone office du Niger, les FAMA veillent à la sécurisation des travaux de réalisation de 2850 hectares dans la zone de Bewani, repris après plus de 10 mois d'interruption. Hier, le président directeur général de l'Office du Niger était sur le site. À ce jour, les travaux sont exécutés à plus de 95%. Kandesila. En se rendant sur le site des travaux de réalisation de 2850 hectares, dans le casier de Tchongoni, zone de Bewani, le président directeur général de l'Office du Niger voulait surtout s'assurer du redémarrage des travaux de ce projet. Un projet financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA au compte du 11e FED, Fonds européen de développement. En effet, le projet avait connu un arrêt de travail de plusieurs mois suite à des attaques récurrentes des groupes terroristes. Aujourd'hui, la reprise des travaux est bel et bien une réalité grâce à la présence des forces armées maliennes. On a commencé les travaux depuis le 14, on est là et tout se passe normalement. Les travaux sont exécutés à plus de 95% aujourd'hui. Depuis un certain temps, notre hiérarchie nous a instruit de mettre en place une force pour pouvoir sécuriser ces travaux qui avaient été exécutés à 95% et de façon à ce que les 5%
restants puissent être finalisés. Ce redémarrage suscite un intérêt certain pour les responsables de l'Office du Niger, mais surtout pour les producteurs qui attendent impatiemment l'exploitation des nouvelles parcelles dès la campagne agricole prochaine. L'aménagement des 2500 hectares plus les 500 hectares qui étaient déjà aménagés il y a deux campagnes environ, ces 3000 hectares vont permettre de produire environ 18 000 tonnes. Ce que nous avons arrêté par principe pour une certaine viabilité au niveau de l'exploitation, c'est que les populations aient au moins 3 hectares par exploitation, ce qui va permettre d'améliorer conséquemment vraiment les revenus des populations et de rendre les exploitations viables. Une occasion pour le président directeur général de saluer et encourager la détermination des forces armées sur le terrain. Abdel Karim Konaté a surtout invité les bénéficiaires directs, notamment les autorités traditionnelles et les producteurs, à soutenir cet élan à travers une collaboration franche avec les femmes. Le moins qu'on puisse dire est que le redémarrage des travaux de Tchongoni est une lueur d'espoir dans les zones de production de l'Office du Niger au regard des nombreux travaux et projets en souffrance à cause de l'insécurité, mais surtout une victoire certaine pour nos femmes dans leur avancée pour le retour de la paix et la sécurité au Mali. Depuis l'offensive déclenchée par les FAMA il y a de cela 5 mois, aujourd'hui le cycle de violence a constamment baissé. Et aujourd'hui, on constate à Souhé que les zones de production sont de plus en plus sécurisées, les gens vaguent à leurs occupations. Notre ambition, c'est de continuer à maintenir la pression sur le groupe armé terroriste. Tout ce qui, comme je l'ai dit, se met au travers quand même de la quiétude des populations. Cette sécurisation des zones de production réconforte davantage le géant de la riziculture malienne dans l'atteinte de ses objectifs pour la campagne qui s'annonce, à savoir plus de 900 000 tonnes de riz paddy, plus de 410 000 tonnes en produits maraîchers et près de 117 000 tonnes en culture de diversification. Joli coup de filet des douanes. Les soldats de l'économie ont saisi ces derniers jours 50 kilos d'or frauduleusement introduits au Mali en provenance de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Autres produits saisis, 754 kilos de cannabis et 5000 baguettes d'explosifs et leurs accessoires. Des opérations réussies grâce aux informations réussies par la direction du renseignement et des enquêtes douanières. Le point avec Chaka Konaté. Les douanes maliennes ont reçu 4 grands coups de filet en l'espace d'une dizaine de jours. Les premiers concernent la saisie au péage de Kati de 35 kg d'or, frauduleusement introduit sur le territoire malien par un ressortissant mauritanien. Il a été arrêté après 3 mois d'enquête. C'est une enquête qui était ouverte depuis quelque temps par rapport à ce véhicule de tourisme qui rentrait fréquemment sur le territoire douanier. Je pense qu'il y a 1 ou 2 mois, nous avons pisté ce véhicule qui était rentré une fois. Heureusement, on l'a laissé vaquer à ses occupations. Et la seconde fois, je pense que lorsque le véhicule nous a été signalé, on a pris les dispositions effectives pour pouvoir procéder à son interception et à son interpellation. Le trafic d'or de la Mauritanie vers le Mali est un fait rare. Les soldats de l'économie sont désormais avertis et ils promettent d'être plus vigilants. La direction générale des douanes, sous l'impulsion du département, a donné 3 orientations. La première orientation porte sur la mobilisation des ressources, qui est une mission traditionnelle. Ensuite, la lutte contre la fraude et les réformes. Nos actions s'inscrivent surtout dans le point 2 des orientations. Donc, cette précision étant faite, ces produits portent sur des drogues, des explosifs et de l'or.
Dans cette saisie qui porte sur 37 kilos d'or sur l'axe mauritanien, c'est important de signaler que généralement on est habitué au sens inverse. Généralement c'est la sortie vers la Mauritanie. Deuxième grand coup de filet, les 11 kg 900 grammes d'or saisis sur l'axe Kadiana en provenance de la Côte d'Ivoire. Selon le lieutenant Segou Yatara, chef de la patrouille, la marchandise était dissimulée dans des caches bien aménagées dans un véhicule et il a fallu démonter certains compartiments pour découvrir le métal jaune. Toujours à l'actif des soldats de l'économie, la saisie de 754 kg de cannabis kati dans un camion et de 5000 baguettes d'explosifs, des détonateurs électriques dans les quartiers de Mayamoukou. 13e revue annuelle du schéma directeur de la statistique. Cette session essentiellement technique se penche sur le bilan de l'exercice écoulé, le plan d'action 2022-2023 ainsi que l'annonce d'un programme indicatif 2024-2025. Nohom Sissoko. Cette 13e revue annuelle du schéma directeur de la statistique passe en revue les activités réalisées en 2021 par l'INSTAT, Institut national de la statistique. Ces activités ont consisté à la collecte et à la diffusion d'informations pour les besoins de programmation, de suivi-évaluation des programmes et projets de développement tant public que privé. Ces données sont fournies entre autres à travers les activités telles les annuaires statistiques sectorielles et régionales, les comptes économiques nationaux, les enquêtes d'envergure nationale sur les conditions de vie de la population, des rapports nationaux et sectoriels sur la situation des ressources naturelles, et recueil des données du CIS, le rapport sur les déchets solides municipaux ainsi que la science et technologie ont également été produits. En nom donc des partenaires techniques et financiers du groupe statistique, je peux vous assurer de notre engagement à vos côtés pour appuyer tous les efforts, en particulier ceux concernant la mobilisation de ressources et l'amélioration de la coordination des activités statistiques. L'examen du plan d'action de 2022 et 2023 ainsi que l'énoncé d'un programme indicatif 2024-2025 sont également au centre des échanges de la revue annuelle technique du schéma directeur de la statistique. Le gouvernement du Mali attache un intérêt particulier à la mise en œuvre des opérations statistiques majeures qui ont l'avantage de permettre la prise en compte des changements opérés depuis quelques années dans la structure économique, sociale, démographique et même politique de notre pays. C'est pourquoi l'INSTAT doit en 2022 réaliser le 5e recensement général de la population et de l'habitat et poursuivre le traitement des données du recensement général des unités économiques. Ouverture ce matin ici à Bamako des travaux de l'atelier de validation du document de stratégie nationale de cybersécurité. Cet atelier organisé par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration vise à doter le Mali d'un cadre de référence en matière de sécurité digitale. Les participants venus de plusieurs départements ministériels valideront ainsi un texte qui sera adopté par le gouvernement. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibo Mariko. Avoir un document de stratégie nationale de cybersécurité, le Mali en a fait un de ses objectifs depuis des années. Et pour atteindre un tel but, notre pays a entrepris il y a 2 ans une étude pour réaliser un avant-projet de stratégie nationale avec comme objectif final identifier tous les outils nécessaires à l'instauration de la confiance numérique dans le cyberespace malien. Cet atelier, organisé par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, vise à doter notre pays d'un cadre de référence en matière de sécurité des systèmes d'information et des transactions électroniques. Ce projet de stratégie nationale de cybersécurité est inscrit comme l'une des activités phares de notre département dans le programme de travail du gouvernement de transition pour ce premier semestre 2022. Ce qui prouve à juste titre le niveau de priorité et d'importance accordée au traitement de ce document. Le présent atelier est organisé pour plancher sur la structuration du document transmis conformément à la circulaire numéro 2016-01 PRMI-SGG et vous est demandé de valider la mise à jour du document de stratégie nationale de cybersécurité conformément au format recommandé par le dit circulaire, de corriger les vices de forme, d'élaborer le cadre logique de la stratégie nationale de cybersécurité et d'élaborer des projets de documents annexes, notamment la communication écrite, éventuellement le projet de décret, et de valider le projet de stratégie de cybersécurité dans son nouveau format et son plan d'action 2022-2026.
Participent aussi à cet atelier, en plus des cadres du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, les représentants du département des finances et ceux de l'éducation. Ils mettront ainsi 3 jours pour finaliser le projet de stratégie nationale de cybersécurité en vue de son adoption par le gouvernement. La mission du Conseil économique, social et culturel chargé de l'élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes des Maliens établis à l'extérieur était à Libreville, en République du Gabon, le jeudi 15 avril 2022. La délégation conduite par les vice-présidents de l'institution a rencontré la forte communauté malienne établie à Libreville. La rencontre a enregistré la présence des autorités diplomatiques et consulaires de la dite juridiction. Au cours des échanges, nos compatriotes ont exprimé des préoccupations. Il s'agit entre autres des difficultés d'accès aux documents administratifs, notamment la carte consulaire, le passeport, les actes d'état civil et la carte de séjour. La bataille de Badr, les récits coranique la désigne comme la première véritable fait aussi la plus grande et la plus importante bataille menée par les musulmans de l'avènement de l'islam à nos jours. C'est là pour asseoir définitivement la suprématie de cette religion contre la volonté de ses ennemis. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. La chronique Un jour, une formule s'y est intéressée ce jeudi. Clin d'œil de Sori Ibrahima Keita. Badr, le nom d'une vallée. Située entre la Mecque et Médine, c'est là qu'a eu lieu la première bataille décisive de l'islam, la plus importante, la plus mémorable, dont on dit, à en croire les récits coraniques, qu'elle a été l'expression achevée d'Allah de discerner le vrai du faux. Une bataille décisive pour l'islam et pour la survie même de l'humanité tout entière. Elle aura été l'illustration la plus aboutie du combat éternel que se livrent le bien et le mal. Quand nous regardons cette bataille, les musulmans étaient peu. Et le prophète, cette nuit, dans un récit, il s'est mis à pleurer en implorant Allah subhanahu wa ta'ala dans une prière. Et le récit dit qu'il a levé ses 2 mains jusqu'à ce que le turban qui était sur ses épaules était tombé. Et qu'Abou Bakr Siddiq est venu dire au prophète, taisez-vous, Allah vous a déjà entendu. Et Dieu a fait descendre la pluie. Une première preuve que les croyants sont toujours assistés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous étions un vendredi 17e jour de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, en pleine mars 624 de l'ère chrétienne. Une grande caravane marchande Qurayshite rentre à la Mecque en provenance de la Syrie. Sa valeur est estimée à 50 000 dinars en espèces d'or et comptant 1000 dromadaires, financés par les biens que les polythéistes mécois avaient spoliés aux musulmans quand ceux-ci se cherchaient pour sauver leur foi. Le prophète de l'islam, qui ne l'entendait pas de cette oreille, et sur instruction d'Allah, organise sa troupe pour récupérer partie des dus des musulmans. À la tête de la colonne marchande, un certain Abu Sufyan. Suivent alors des accrochages violents et meurtriers entre 300 musulmans environ et 1000 ennemis. Malgré cette supériorité numérique, ce fut la bérésina pour les caravaniers. Aujourd'hui, quand nous regardons la situation socio-politique, économique et sécuritaire de notre pays, cette bataille doit être une source d'inspiration pour le peuple malien, toutes les communautés confondues, afin vraiment d'en tirer ces leçons. Et parmi ces leçons, il y a 6 grandes leçons que nous voulons vraiment tirer de cette bataille. La première des choses, c'est d'ayer la confiance à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième enseignement, c'est d'avoir tawakkul, c'est-à-dire la confiance placée en Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, malgré leur nombre peu élevé, mais ils ont placé leur confiance en Dieu tout en croyant à leur leader qui était en tête, Abou Bakr Siddiq et ses 4, Abou Bakr Siddiq, Omar, Ousmane Ali, afin vraiment de faire face à ce groupe qui était énorme. La troisième leçon, ils ont cru que la victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La victoire ne vient d'aucune personne. Malgré vos stratégies, malgré vos plans, malgré vos techniques, sachez bien que la victoire vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième leçon que nous tirons de cette bataille, qui est une leçon très très généreuse, c'est le fait de s'unir, cette unicité fraternelle de la communauté musulmane de l'époque. Et c'est pourquoi Allah nous interpelle à chaque moment dans le Saint-Coran, on voit, il dit accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez point.
Si vous vous divisez, vous deviendrez faible et les ennemis vont vous vaincre. La dernière leçon que nous tirons de cette bataille, c'est de ne jamais se laisser abattre. Quelles qu'en soient les circonstances, le contexte, la situation dont vous vous trouvez, croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, placez votre confiance en Allah, faire face aux circonstances, soyez persévérants, persistez, vous aurez les réponses à vos situations. Telle est la question de notre pays aujourd'hui. Tous les califes compagnons du prophète de l'islam se sont illustrés lors de cette bataille, considérée comme la mère de toutes de la religion de Mohammed, paix et salut sur lui. Mais ce fut Ali, le héros des héros de la bataille de Badr. Le bien défendu par l'envoyé d'Allah a eu raison de la vanité, de l'orgueil, de l'égoïsme. Et nous voilà à notre point de départ. Le Tout-Puissant a séparé le bon grain de l'ivraie et le bien du mal. Je vous l'annonçais au début de ce journal, le contrôle de l'action gouvernementale. Le Premier ministre était devant le Conseil national de transition pour répondre à un certain nombre de questions d'actualité sur plusieurs sujets. Les membres du CNT voulaient des précisions sur le chronogramme du gouvernement pour la bonne marche de la transition. Ils ont fait cas aussi de la vie chère, des négociations avec la CEDEAO, entre autres. Le CNT a félicité le président de la transition et toute l'équipe pour la montée en puissance des femmes. Le Premier ministre a expliqué le pourquoi de certaines insuffisances et rassure qu'un chronogramme de 24 mois sera élaboré dans les tout prochains jours. Question d'actualité, une première partie bien sûr de 5 heures de temps avec Sira Bachili. Quand l'exécutif s'explique devant le législatif, c'est la démocratie qui se réveille au grand bonheur du peuple. Peuple dont la voix est relayée à travers des questions d'actualité adressées au Premier ministre. Le Conseil national de transition soutient que les Maliens veulent savoir l'état d'avancement du processus de transition et attendent un chronogramme détaillé. La commission loi ouvre le bal avec une note introductive dressant le bilan des 8 derniers mois de la transition. Nous tenons à féliciter vivement le président de la transition, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et affirmer notre soutien indéfectible à nos femmes et les encourager pour tous les efforts déployés. Force est de constater qu'en dehors du volet sécuritaire, où nous enregistrons des résultats encourageants, les objectifs déclinés dans le chronogramme de juin 2021 à février 2022 ne sont pas atteints. L'offensive est lancée avec un premier round de 2 heures d'interrogation. Les membres du CNT ont mis l'accent sur plusieurs sujets intéressant la vie de la nation et certains dysfonctionnements constatés dans la gouvernance. Monsieur le Premier ministre, le moment est venu de vous arrêter et de jeter un regard rétrospectif sur vos 10 mois à la tête du gouvernement. Êtes-vous fier de votre bilan? Le moment est venu de rectifier la rectification de la transition avant qu'on ne s'embourbe tous. Si nous perdons le soutien de notre peuple, le temps s'arrêtera, que Dieu nous en préserve. Pour bien comprendre et apprécier l'action du gouvernement, il faut le situer dans un contexte. Toute action politique déconnectée de son contexte peut ne pas avoir une bonne appréciation. La vérité, c'est que le virage stratégique que le gouvernement a pris, de prendre la voie de la souveraineté, de l'indépendance de décision de l'État malien, de l'indépendance des choix stratégiques, des choix militaires, ont bouleversé la donne autour de nous. En réponse à la précision demandée quant au chronogramme détaillé de la transition, le Premier ministre rassure avant de donner des détails sur la mise en place de l'organe unique de gestion des élections qui n'attend que le quitus du CNT. Sur l'organe unique, indépendant chargé des élections. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que le texte de loi est au niveau du CNT. Notre souhait, c'est qu'il puisse être adopté le plus vite possible afin qu'on commence à le mettre en place, d'autant plus que maintenant, on a retenu les 24 mois, tout ce que nous faisons à partir de maintenant sur les 24 mois. Et notre idée, je vais vous dire en grand trait, le chronogramme électoral de la transition tel qu'on a prévu, la durée des 24 mois qui est proposée, de réaliser les conditions sine qua non, minimales
et les activités de préparation d'organisation de réussite du référendum constitutionnel, des élections générales libres et transparentes. L'actualité en question, c'est aussi les sanctions de la CEDEAO et la reprise du dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous espérons qu'avec les rencontres décisionnelles qui sont annoncées dans les semaines à venir, les lignes vont bouger. La CEDEAO et l'UEMOA, auquel notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. Le Mali, comme tout autre pays du monde, paye les frais de la guerre en Ukraine avec la hausse du prix du carburant qui vient s'ajouter aux sanctions de la CEDEAO, rendant la vie chère. Sur cette question, le Premier ministre a rappelé les efforts du gouvernement. Pour le carburant, le gouvernement a été amené à faire 120 milliards de subventions pour maintenir le prix à la pompe à un niveau acceptable pour les Maliens. Pour le blé, 25 milliards. Pour l'huile, 35 milliards. Pour la viande, 750 millions. Pour le gaz, 11 milliards. Pour les engrais, 16 milliards. Donc 96 milliards d'impayés pour la CMDT. Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que la CMDT va tirer l'ensemble de l'économie. Donc il ne fallait pas lésiner sur les moyens, sur les coupes dans les autres secteurs, pour investir. Parce que quand le coton marche, les huileries marchent, les transports marchent, les carburants marchent. Certains membres du CNT disent constater une lenteur dans le traitement des dossiers de corruption. Qu'est-ce qui explique la lenteur du traitement des dossiers de la corruption au niveau de la justice? De nombreuses poursuites sont engagées, parmi lesquelles les dossiers d'acquisition des avions cloués, les dossiers d'acquisition de l'avion présidentiel, tous traités et transmis à la Cour suprême. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. S'agissant des dossiers du vérificateur, une prévision de 40 dossiers. 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit 87%. La Cour d'appel de Bamako a organisé en 2021 4 sessions d'assises, dont une session sur la corruption et la délinquance financière et économique. Des points positifs tout de même relatifs à la prise en compte des personnes vivant avec un handicap et la dignité retrouvée, propos de ses membres. Sur l'accord pour la paix et la réconciliation, les préoccupations sont relatives à sa mise en œuvre intelligente telle présentée dans le programme d'action gouvernementale. Mais les points de vue divergent selon le Premier ministre. Une réunion est déjà programmée pour recenser les divergences. Quant à la mise en place du comité pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le Premier ministre a informé de la nomination des 15 membres et la signature du décret. Le point des audits effectués sur différents services a clos les échanges du premier passage. Une séance questions-réponses qui a permis de faire le point des avancées, des blocages et des stratégies pour la marche de la transition vers le Mali courant. Dans la deuxième partie de cette séance de questions d'actualité au CNT, le Premier ministre a détaillé certains points relatifs notamment aux réformes politiques et institutionnelles, au retour de l'administration dans les localités libérées, aux questions sécuritaires, à la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la réconciliation et la politisation de l'administration. Dans ses réponses, le chef de gouvernement a donné des apaisements en rassurant l'auditoire de sa ferme volonté de mettre désormais le pied sur l'accélérateur quant à l'exécution des 24 mois de la transition. Aloussène Touré. Dans les réponses apportées aux préoccupations des membres du CNT, le Premier ministre s'est voulu avant tout pédagogue. C'est par exemple le cas pour le retard enregistré dans l'exécution du chronogramme de la transition. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup d'impondérables après avoir fait adopter le PAJ. L'embargo n'était pas là. On nous a dit, vous faites les élections tout de suite ou on fait l'embargo. On a dit qu'on ne peut pas faire les élections tout de suite. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. La crise en Ukraine n'était pas là. C'est venu, ça a compliqué la donne. Plus de 400 milliards d'aides budgétaires ont été coupées. Mais c'est le prix à payer.
On avait continué à avoir ces aides budgétaires pendant des années. Est-ce que ça a empêché que les Maliens continuent de mourir par dizaines? Donc il fallait faire le choix. Soit on s'assume ces aides budgétaires, on les coupe, ou bien on les accepte et on continue à tuer les Maliens. On a fait des choix qui peuvent être critiqués, mais l'histoire jugera, je suis convaincu. La disponibilité des intrants agricoles et les questions environnementales ont constitué des préoccupations d'un membre du CNT. L'honorable Mohamed Ali Agmatahel se préoccupait du blocage avec la CEDEAO et de l'infiltration de Daesh dans certaines localités du Nord. Sur le même registre, son collègue Moussa Agacharatoumane déplore une situation humanitaire dramatique due en partie à l'insécurité et aux lenteurs liées à la mise en œuvre de l'accord. La situation sécuritaire se dégrade, notamment dans la partie nord-est du pays. Aujourd'hui, des villes comme Andramboukan et Ndeleman sont abandonnées. Des villes aujourd'hui comme Tessit, comme Ansongo ou comme Lamzaga ne tiennent qu'à un fil face à la montée en puissance de ce que mon frère tout à l'heure a dit de l'État islamique Daesh. La situation humanitaire à cause de cette crise sécuritaire est aujourd'hui dramatique. Des populations sont déplacées de leurs villages, de leurs campements, de leurs lieux d'origine. Ils ont tout abandonné. La région de Menaka, les mouvements disaient que c'est les mouvements qui les sécurisaient. Il ne fallait pas l'État. Aujourd'hui, je crois que les mouvements ont fait le constat que les Maliens ont besoin d'État, y compris à Menaka. Vous avez effectivement dit que c'est l'armée par ses frappes qui a desserré l'étau de l'EIGS sur les combattants des mouvements. Ça montre clairement que l'État n'est pas resté indifférent. C'est quand même une opération militaire de l'armée qui a été menée précisément dans le but de sauver les populations civiles. Souvent, il faut reconnaître les choses lorsqu'elles sont vraies. Je dois avouer ici que je ne voudrais pas lui donner les mêmes réponses qu'au précédent, parce que nous savons très bien que nous sommes en guerre sur le terrain. Mais il y a la guerre de la communication. Souvent, elle est plus dangereuse que la guerre physique. Je suis d'accord avec vous que la guerre de la communication, je ne dis pas qu'on l'a perdue, mais on peut mieux faire. Ce n'est pas pour rien que les grandes puissances, dès qu'ils rentrent en guerre, chacun sort sur les médias de l'autre pour les couper. Et certains ont voulu justement utiliser la communication pour nous déstabiliser. Heureusement que nous avons pris nos responsabilités à temps. Même là, il y en a qui nous ont critiqués, comme pour dire qu'on n'aura jamais l'unanimité au Mali. Donc je donne acte du fait qu'on doit faire plus d'efforts en matière de communication. Maintenant, le choix de votre collègue qui n'a pas été validé, pour ainsi dire, en tant que membre de la HAC, c'est simple. La réglementation dit effectivement, c'est des autorités indépendantes que l'État a créées pour gérer les secteurs. La loi dit effectivement que les organisations professionnelles de presse proposent 3 personnes. Mais vous savez, chaque président a sa façon de faire. Le président Assimi Goïta a édicté des mesures. Il ne signe aucun décret pour nommer quelqu'un, sauf s'il n'a pas connaissance. Si, à la suite de l'enquête de moralité, il a des réserves. Les types de réserves qu'il a, c'est lui seul qui les sait. C'est à sa discrétion. Il fait faire l'enquête de moralité par ses services compétents. Il a donc dit qu'il a des réserves sur ce candidat. Ils sont 3. Et on a donc demandé à la fêtière de la presse de proposer, parce que c'était une élection, de proposer le candidat qui vient après, ou les 3 autres candidats, qu'on fasse une enquête. Si l'enquête est positive, concluante pour celui qu'on le prend. Si ce n'est pas bon, on prend le 2e ou le 3e. La réalité, c'est que la fêtière de la presse a dit qu'ils l'ont choisi, il faut qu'on le prenne. Que l'enquête de moralité ne les engage pas, parce que pour eux, il n'a commis aucune infraction. Le centre du Mali, il en a été question, et notamment la sécurité alimentaire dans cette partie du pays.
Par rapport à la situation spécifique du centre, concernant sa sécurité, mais aussi sa sécurité alimentaire. Les deux, juste un rappel. Pour terminer encore, nous avions, depuis le 10 novembre 2021, près de 30 personnes qui sont dans les mains des ravisseurs. Je ne sais pas si vous avez connaissance, logiquement vous devez en avoir connaissance, mais jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de cette trentaine de personnes qui sont de Dimbal et de Bankas. Nous vous demandons aujourd'hui de tout mettre en œuvre. Si vous avez connaissance, c'est bon. Si vous n'avez pas connaissance, d'en prendre connaissance et de tout mettre en œuvre pour leur libération. Il y a deux choses sur lesquelles le président insiste, 2 à 3 choses. Régulièrement, il les dit aux membres du gouvernement. 1, il dit le centre de gravité de notre pouvoir, c'est le peuple. Il faut toujours qu'on regarde quelles sont les préoccupations du peuple. Il ne faut rien faire qui peut amener le peuple à douter du fait qu'on est totalement dédié à ses intérêts. 1. La deuxième chose qu'il nous dit régulièrement, c'est de dire tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais la paix dans le pays. Même si tout le pays est occupé par l'armée, même si on fait toutes les réformes les meilleures du monde, le président dit tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, le pays ne sera jamais en paix. Ça, c'est la deuxième chose que le président répète régulièrement, à l'attention de tous les ministres. La troisième chose, il faut qu'on fasse tout pour que les Maliens aient de quoi manger. Un peuple qui a faim ne peut pas assumer sa dignité. Donc c'est pour vous dire que votre souci de la situation alimentaire du pays, sauf insuffisance des moyens de l'État, sont les soucis quotidiens du président de la transition. Il n'y a pas beaucoup de gouvernements au Mali et en Afrique qui sacrifient les chiffres que je viens de vous donner pour des exonérations sur les prix des produits alimentaires. C'est pour cela d'ailleurs, comme je vous dis, que toutes choses égales par ailleurs, les denrées de première nécessité coûtent moins cher au Mali que dans la plupart des pays. Pourtant, on achète chez les mêmes fournisseurs. Et nous, en plus, on a les coûts d'approche que d'autres n'ont pas. Mais les choses coûtent moins cher au Mali. Ça, c'est une volonté du chef de l'État. Enfin, des questions plus personnelles ont été adressées au chef du gouvernement qui n'a évité aucune question. Ce discours-là qui consiste à dire que c'est ma personne qui fait le blocage, quand des hommes politiques le tiennent, bon, c'est leur droit. Mais la majorité des Maliens ne pensent pas comme ça, je suis convaincu. C'est le plus important. Vous savez, le plus grave chez l'homme politique, c'est celui à qui les gens sont indifférents. Donc dire que c'est ma personne qui sert de blocage, je pense que c'est les Maliens et le président qui peuvent porter cette appréciation. Mais vous aussi, c'est votre droit de le faire. Cette session des questions d'actualité s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Aussi, tous les protagonistes conviennent qu'il s'agit d'un exercice hautement démocratique. À présent, le point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 9 nouveaux cas positifs sur 505 tests réalisés, 15 patients guéris et un décès. À ce jour, 98 patients sont sous traitement. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.